Holacracy. Il y a environ un an maintenant, en septembre 2019, donc après 6 ans d'existence, alors qu'on a commencé à lancer notre série B, on a décidé de se plonger en profondeur sur le modèle de contribution. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler maintenant, parce que moi j'aime bien qualifier non pas de déclin, mais de nouvel avènement. Dans l'équipe marketing, c'est comme ça que cette histoire elle a commencé. Dans l'équipe marketing, on avait un problème qui était récurrent, souvent partagé à l'oral dans des réunions en interne, qui était comment est-ce qu'on arrive à engager les contributeurs, notamment les créas, sur la durée. Peut-être, ça c'est des hypothèses qu'on a émises, parce que les créas étaient plus habitués à travailler en freelance et avaient du coup un besoin de liquidité immédiate plus fort que d'autres types de métiers. Ils avaient tendance à venir sur 1, 2, voire 3 projets, puis à repartir. Dans les pires cas, c'est arrivé qu'on ait des contributeurs qui soient partis en plein milieu d'un projet. Et donc, forcément, ça rendait le travail un petit peu compliqué parfois. Du coup, on s'est lancé dans de la recherche pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passait réellement en interne aujourd'hui, enfin, il y a un an, en mélangeant à la fois des données quanti qu'on a réussi à consolider en provenance d'un certain nombre d'outils, mais aussi des données quali qu'on a obtenues notamment par des questionnaires et des entretiens. Alors, de fil en aiguille, on a fini par se rendre compte que le problème d'engagement était beaucoup plus profond que ce qu'on croyait. La courbe que vous voyez à l'écran, elle représente le nombre de personnes rapportant des heures de semaine en semaine sur une période choisie et qui est représentative de la tendance générale qu'on a observée. Pas besoin d'entrer dans le détail, parce que la tendance, là, vous le voyez bien, elle est à la baisse. Et notamment, lorsqu'on regarde la moyenne sur 6 mois, là, la courbe, elle est assez claire. Lorsqu'on zoome un petit peu, on s'est rendu compte que pour nos collègues Hyperleader, donc là, le graphe que vous avez, c'est le nombre d'heures rapportées, non pas le nombre de personnes, mais le nombre d'heures qui ont été rapportées d'une semaine sur l'autre. On s'est rendu compte que pour les collègues Hyperleader, il était dur, parfois même impossible, en fait, de vraiment piloter un budget qui comprenait des stock options parce que le nombre d'heures rapportées d'une semaine sur l'autre avait une très grande variabilité sur le nombre d'heures qui pouvaient être rapportées d'une semaine sur l'autre. On a poursuivi, du coup, on a fait de la recherche utilisateur, on a lancé quelques sondages pour essayer de creuser un peu. Et ce qu'on a trouvé, vraiment, ça venait confirmer ce qu'on sentait. L'engagement était clairement en décroissance, fondamentalement parce qu'on n'arrivait pas à animer notre communauté correctement. Les données sur Workplace, que je ne vous détaille pas ici, mais elles allaient également en ce sens. Et fondamentalement, si je devais résumer, il y avait 3 choses qui ressortaient de manière assez nette. D'abord, il y avait de la frustration du côté des contributeurs parce qu'ils sentaient parfois qu'on n'exploitait pas tout à fait tout leur potentiel. Ça m'est arrivé plus d'une fois depuis que tout ce chapitre a commencé, de me retrouver avec un contributeur qui me dit j'adore la boîte, j'adore tout ce qui se fait, mais franchement, je suis hyper frustré parce que j'aimerais mettre plus de temps, contribuer davantage, et puis je sais pas, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à trouver l'opportunité, c'est pas faute d'avoir demandé et tout ça. On avait du coup aussi des reproches qui ont été faits à juste titre sur la com interne. Il y avait envie de savoir de la part de certains contributeurs ce qu'il se passait au-delà du projet sur lequel ils contribuaient. Alors, toujours en écho à cette question de la confidentialité, je pense qu'il y a eu une phase pendant laquelle, justement, par peur que des informations trop sensibles ne filtrent, on est tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire communiquer très peu sur les avancées de ce qui se passait sur le projet. Aujourd'hui, on est plutôt en train justement d'essayer de revenir vers un bon équilibre où on communique suffisamment pour que les contributeurs aient vraiment ce sentiment qui est réel. C'est pas juste un sentiment, c'est la vérité. Sans eux, on serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui. Mais vraiment de faire partie de ce sentiment, de faire partie de cette aventure. Et enfin, dernière chose qui est vraiment ressortie, alors ça, on s'y attendait pas forcément, mais c'est qu'il y avait peu, voire pas de conscience du tout sur ce que c'est en fait une stock option, tout simplement. Concrètement, la plupart des contributeurs s'en foutent. Ils n'étaient pas vraiment là pour les stock options, c'est cool, mais il y en a plein, ils n'étaient même pas au courant de ce que c'est comme instrument financier, comment ça marche, et ainsi de suite. Alors, en creusant encore un peu plus, et notamment par le biais d'entretien, on s'est rendu compte que du côté des Hyperleaders, il y en avait qui étaient très frustrés de ne pas réussir à trouver des profils appropriés pour des tâches sur lesquelles ils avaient besoin d'aide. Et ça, malheureusement, ça miroitait assez tristement la difficulté de certains contributeurs à trouver des activités malgré une très forte envie de faire partie de l'aventure. Donc, vous imaginez un peu le paradoxe et l'envie de s'arracher les cheveux lorsqu'on découvre ça, quoi. Notre plus gros risque face à tout ça, en tout cas c'est comme ça qu'on aimait bien le dire, c'est que la réalité ne matche pas les attentes.
on est dans un cas d'école, de mon point de vue, d'un système qui ne fonctionne pas de manière optimale, avec d'un côté des hyperleaders qui, faute de talent naturel en community management, sous-utilisent le système de manière mécanique, et de l'autre, des contributeurs hyper motivés qui se sont parfois retrouvés à tondre Godot. Dans l'ensemble, on manquait assez cruellement en fait d'outils pour vraiment monitorer la santé et le moral de la communauté correctement, proprement. Alors, par quel bout est-ce qu'on allait prendre tout ça? On a décidé en fait de changer un peu d'approche et de commencer par mapper le journey, un peu comme s'il s'agissait d'une problématique d'acquisition et de croissance. Notre hypothèse au départ, c'était vraiment de dire que pour animer une communauté et augmenter l'engagement, il fallait changer d'optique et qu'une bonne optique serait sans doute de considérer l'engagement comme une donnée qui résulte d'un parcours de travail qui est ponctué de projets et d'interactions. Là, je vous mets à l'écran ce qu'a donné cet exercice. Quand on a alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse regarder l'écran. Si vous avez des questions, évidemment, allez-y. Lorsqu'on a croisé les données, en tout cas, de toute la recherche qu'on avait faite, on s'est rendu compte aussi, au passage, qu'il y avait grosso modo, et c'est vraiment à grands traits, mais grosso modo, 3 types de profils contributeurs. Il y a ce que moi j'aime bien appeler les réguliers, qui contribuent peu, mais qui contribuent toutes les semaines de manière très régulière. Il y a les one-shots qui contribuent énormément dans un projet ou deux, puis disparaissent. Parfois, alors là, il y a 2 sous-ensembles. Il y a ceux qui disparaissent, c'était convenu, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, de manière un peu disparaissaient, forcément créant des situations parfois un peu embarrassantes. Et enfin, on avait les profils irréguliers qui contribuaient de manière plus ou moins aléatoire, du moins en apparence. Ces derniers, notamment, c'est ceux qui, lorsqu'on creusait un peu, avaient laissé des mauvais souvenirs aux hyperleaders qui avaient travaillé avec eux. L'approche, du coup, en parcours utilisateur, vraiment centrée sur l'expérience, elle a donné lieu à plein d'idées sur des loops d'engagement avec un mélange d'automatisation et d'incitation à agir, notamment côté hyperleader. Lorsqu'on arrive à identifier 3-4 signaux faibles qui vraisemblablement pointent dans le parcours vers un chemin de churn, on pourrait déclencher un message, un SMS, un mail ou autre, un hyperleader, l'incitant très fortement à rentrer en contact avec ce contributeur et avoir un call, même 10 minutes, même 20 minutes, ça peut suffire pour réengager quelqu'un. Et en fait, au-delà de toute la méthode qu'on a mise en place, on a appris quelque chose qui relève du bon sens, mais que je crois on a tendance à oublier parfois quand on aime les ordinateurs, les chiffres et la techno. C'est que, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler, c'est que la plupart des gens aiment le contact humain. Ils se sentent importants, ils se sentent entendus, ils sentent qu'on prend soin d'eux et qu'on les comprend. Et rien que ça, rien qu'envoyer ce signal-là, ça peut tout changer. Alors, pour avancer, on a formulé notre vision comme ceci. We want to build the right digital environment to take full advantage of our distributed workforce model. C'est sans doute pas la meilleure manière de formuler une vision, mais on avait besoin de commencer quelque part. Et l'idée, en fait, vraiment derrière cette vision, c'était d'en créer quelques concepts forts, notamment d'abord la notion d'avoir un bon environnement digital, quelque chose de centré sur les utilisateurs, qui est capable de générer des normes partagées, un vocabulaire commun, est capable aussi d'offrir la capacité de comprendre les parcours utilisateurs pour les optimiser. Il y avait ensuite la notion d'en bénéficier pleinement, c'est-à-dire concilier des intérêts de l'ensemble des parties prenantes du système, être efficace dans le travail, l'engagement, la satisfaction, la qualité qui change ou pas en changeant d'échelle, le contrôle budgétaire, la réduction des coûts de friction, etc. etc. Et en regardant un petit peu plus loin, cette ambition de créer un nouveau modèle de travail qui pourrait un jour inspirer d'autres personnes, d'autres organisations au-delà de nous. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis en train de partager tout ça et toute cette aventure avec vous. Alors, je voudrais rentrer un peu rapidement sur comment on a construit les profils types des utilisateurs pour lesquels on a développé une nouvelle interface dès lors qu'on avait sécurisé les ressources. Il y en a fondamentalement 3, vous l'avez deviné. Il y avait d'abord les contributeurs dont les désirs et les besoins avaient été assez bien cernés grâce à la recherche. Là, on a senti que la problématique principale est le relevé du feedback, de l'information et du sentiment d'appartenance à une équipe. Et au-delà de ça, il était question d'autonomie, de pouvoir naviguer dans l'entreprise pour trouver des opportunités et d'être utile. Du coup, on a voulu créer quelque chose qui réponde à tout ça, évidemment, mais qui pose également les bases pour permettre aux contributeurs de mieux piloter leurs stock options, parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que la plupart d'entre eux ne savaient même pas ce que c'était ni comment ça marchait.
Même approche du côté Hyper Leaders, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie d'être plus impliqué dans l'animation de la communauté. Et donc là, il était question de réduire le temps passé à des tâches administratives comme revoir, valider les contributions ou outiller pour vraiment inciter les Hyper Leaders à mouiller le maillot, à entrer dans le ring et aller à la rencontre des contributeurs. Et puis, il y avait aussi, bien évidemment, la notion d'identifier les meilleurs talents disponibles au sein de la communauté. Enfin, côté admin, je ne m'attarde pas trop. Ça concerne surtout mes collègues aux ressources humaines et aux finances. Il y avait des problématiques qui étaient supplémentaires à celles des Hyper Leaders liées à la gestion des contributeurs, à leurs données et les implications financières des stock options. Alors là, vous avez un petit peu un screenshot, en fait, tout simplement, de comment est-ce qu'on a essayé un petit peu de formaliser la notion d'automatiser certains outils. Et là, je vous mets un exemple un petit peu de l'une des loops auxquelles on a réfléchi. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est vraiment l'histoire de, voilà, on va dire Bob et Kelly qui contribuent activement à un projet. Le projet, c'est fini. L'Hyper Leader sait parce que Kelly lui a dit qu'elle ne voulait pas continuer à contribuer après. Du coup, dans l'interface, il va cocher juste une case pour indiquer qu'il n'y a pas besoin de la mettre dans la loupe de fin de projet. Bob, dans son cas, en revanche, un jour après, il va recevoir un email qui lui demande des feedbacks. S'il n'y a pas de réaction, 7 jours plus tard, il va recevoir un autre email qui va lui demander de répondre à un formulaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les réponses, s'il les répond, vont être envoyées à Hyper Leader et la loupe est bouclée. Alors, vous vous en doutez, sans doute, mais à ce stade, on avait largement dépassé les frontières de l'équipe marketing. Quand on a commencé à s'attaquer à l'engagement de nos contributeurs, en fait, on s'est très vite rendu compte que ça impliquait l'ensemble de l'organisation. C'était vraiment une problématique, en fait, qui, je crois, j'ai appris, en tout cas, est commune au développement de produits bien au-delà de nous. Et du coup, on a décidé de partir de quelque chose de simple pour illustrer vers où on voulait aller. On a construit un MVP qui avait 2 objectifs. Le premier, c'était valider l'hypothèse qu'on avait la capacité technique de créer ce portail unique sur lequel compiler des données afin de détecter notamment des signaux faibles pour déclencher des automatisations contextualisées et fournir de l'info pour améliorer la communication côté Hyper Leader. Donc, il y avait d'abord cette envie de valider la partie technique, mais on voulait aussi illustrer de manière simple et rapide la vision en interne pour pouvoir sécuriser les ressources et le soutien dont on avait besoin pour aller jusqu'au bout de la logique qu'on était en train de mettre en place. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est le MVP. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout en lien avec notre marque. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait quick and dirty. Alors, est-ce que entre le partage et la vidéoconf, on va arriver à charger ça? Ouais. Donc là, j'ai la possibilité de me connecter d'abord comme un contributeur. Je vous le montre rapidement. Pour les contributeurs, du coup, on a vu qu'on était assez facilement capable de créer quelque chose de simple pour pouvoir soumettre des heures, pour voir justement les heures qui avaient été rapportées ainsi que les détails des contributions à date, montrer les activités auxquelles un contributeur avait ou était en train de participer et voir le feedback du reste de l'équipe. On a également créé vraiment une toute première version de quelque chose qu'on appelle la marketplace. Je ne vais pas le détailler maintenant, mais grosso modo, ça adresse la problématique de comment est-ce qu'on fait pour trouver des nouvelles opportunités d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on fait pour recruter du talent. Alors ça, c'est ce que du coup, on a rapidement créé côté contributeur. Côté Hyper Leader et admin, donc là, je vous montre un profil admin, mais qui est un profil, vous l'avez compris, c'est un profil Hyper Leader plus des fonctionnalités supplémentaires. Là, la capacité à rechercher sur la base de skills, la capacité de voir également le feedback de l'équipe, l'accès à la marketplace et surtout, et ça, c'était vraiment nouveau, on a commencé du coup à aller voir les données sur les autres outils, notamment Workplace, c'est là qu'on est parti, pour identifier en fait des signaux faibles. Par exemple, est-ce que cette personne est en train d'envoyer moins de messages que la semaine dernière ou est-ce qu'elle envoie beaucoup de messages et est très active, vraiment commencer un peu à avoir une réflexion sur ça, sur qu'est-ce qui se passe sur les autres plateformes, notamment Cell-Ovi, la communication. Là, je ne vais pas le montrer, mais en gros, si on clique sur quelqu'un, on aurait du coup les statistiques individuelles qui apparaîtraient en dessous, toujours dans cette notion de comment est-ce qu'on fait pour identifier tous ces signaux faibles. Du coup, on en arrive à la dernière section dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui était Lucie aujourd'hui, en fait, tout simplement. Est-ce que, et la question, elle est volontairement ambitieuse, est-ce que ça peut ouvrir une 3e voie pour l'avenir du travail?
On a commencé à développer la nouvelle Lucie il y a environ 6 mois et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Vous arrivez du coup sur un portail qui ressemble à ça. Ici, pareil, vous rentrez vos identifiants. Je vais vous montrer ce que ça donne avec ce profil-ci, qui est un profil un peu particulier qu'on a codé pour le test. Donc, c'est un profil contributeur. Je me login. La première fois que je me login, on arrive tout de suite sur un écran où on va demander de remettre un mot de passe pour des questions de sécurité, bien évidemment. Ensuite, c'est surtout ça en fait que je voulais vous montrer. On a profité en fait de ce nouvel outil pour immédiatement collecter les skills. Et donc, du coup, là, on demande de rentrer 3 skills et ainsi que des skills supplémentaires. Le champ du haut, lui, est fait sur la base d'une liste en fait qu'on a construite avec les équipes RH. Donc, c'est sur des champs limités. Par exemple, si je tape photo, voilà, c'est le choix que j'ai. En dessous, c'est un champ ouvert pour essayer justement de voir aussi comment les gens s'auto-qualifient. Donc là, il faut que j'en mette 3. On va en prendre Photoshop et vidéographeur. Voilà. Et enfin, évidemment, du coup, une partie pour vérifier les données pour des questions légales. Donc, également aborder cette partie-là, puisque maintenant, du coup, on traite les données de manière un petit peu plus subtile. On arrive ici, du coup, sur un écran où le contributeur peut soumettre des heures rapidement, revoir ce qui n'a pas encore été revu, se pencher sur sa contribution à date et qu'est-ce que ça veut dire sur 3 mois, 6 mois, 1 an, quelles sont les stock options qui lui ont été alloués par le board, parce qu'il y a une phase de validation par notre board, vu que ça a un impact sur la structure capitalistique. Les stock options en attente, possibilité de voir ça en cumulé ou en semaine, et puis un détail de l'historique de contribution. Tout est vide à peu près maintenant, parce que vous l'avez compris, c'est un profil test. Et enfin, une partie pour voir l'activité de l'équipe, avec notamment un ranking. Là, l'idée était de commencer à toucher du doigt et vraiment effleurer, j'ai envie de dire, la notion de gamification, de comment est-ce qu'on crée des incitatifs pour que les gens aient envie de contribuer davantage ou de s'engager davantage, ou tout simplement de rester au courant. Et puis, ce petit message-là, du coup, qui, du côté Hyperleader, vous allez le voir, est un message qu'on peut écrire pour le pusher au sein de l'ensemble de l'équipe. Tout ce que vous voyez là, c'est une équipe. Des questions, la partie profil, je vous évite cette partie-là. Et ensuite, du coup, vous avez la possibilité de vous connecter comme Hyperleader ou comme admin. Donc là, moi, j'ai un profil admin pour l'instant. Donc, pour les Hyperleaders qui appartiennent à plusieurs équipes, là, la capacité de switcher d'une équipe à l'autre. Alors, on est mardi, donc toutes les contributions de la semaine dernière ont déjà été approuvées par l'équipe. Sinon, elles apparaîtraient ici avec une interface qui, sur mobile, ressemble un petit peu à du Tinder, où on peut swiper à droite à gauche. On est assez content de ça. Là, la capacité, du coup, d'écrire le message qui va être pushé à cette équipe-ci. En dessous, les heures contribuées par l'équipe, par défaut, une vue d'une semaine. Ensuite, capacité de filtrer sur 3, 6 ou 1 an. Donc là, je vois par exemple que la semaine dernière, il y a eu 22 activités pour en total 170 heures contribuées. Et là, vous avez le détail des personnes ainsi que le détail des personnes dont on n'a pas entendu parler. Ce qui commence du coup à effleurer également la notion d'engagement, qui est la deuxième partie. Là, puisqu'on est en train de faire quelque chose de nouveau, on est parti d'abord sur de la donnée dans le but d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est actionnable, qu'est-ce qui est le plus pertinent. J'attends d'avoir des entretiens avec la Hyperleader pour voir quelles sont les parties qui les intéressent, qu'est-ce qui manque. Mais pour l'instant, voilà ce à quoi ça ressemble. Et puis, une partie admin où on va avoir accès à des outils pour gérer les profils des contributeurs et avoir aussi des données agrégées sur l'ensemble de la communauté. Voilà en gros pour cette partie-là. Alors, comment je fais pour revenir? Et là, c'est revenu. Il va falloir conclure du coup pour qu'on garde encore 1 ou 2 questions, ce qui est déjà 17 h. Bien sûr. Alors, je voudrais juste, pour boucler sur Lucie, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de passer. C'est important pour moi de dire un truc, c'est que les ressources sont en UX, en UI, en code et dans toute la réflexion autour du parcours utilisateur. Bref, ce qui a été vraiment le cœur de la team projet, tout ça, ça a été fait par des contributeurs. Donc, on est assez fiers de ce projet. Cette semaine, on est en train de faire le déploiement à l'ensemble des équipes et on attend du coup de voir un petit peu quel va être l'impact. Je vais vous...